Bonjour. Bon, avant de reprendre mon cours au point où j'en suis resté hier, enfin avant-hier, puisque c'est mercredi que j'enregistre ce cours que je n'ai pu faire mardi, je voudrais revenir sur un point que j'ai oublié au tout début du cours, quand je vous ai donné le choix sur l'enseignement d'approfondissement que je ferai éventuellement au deuxième semestre. Je vous ai indiqué qu'il pouvait s'agir soit d'un réel approfondissement où je présenterai plus en détail que je ne l'ai fait en première année la pensée de Popper, soit d'un point qui n'est pas vraiment un approfondissement, qui est plutôt une petite introduction à la philosophie des mathématiques, ou peut-être serait-il plus juste de dire des éléments mathématiques qui permettent de développer une pensée philosophique, à savoir les approches mathématiques de l'infini. On peut éventuellement, comme c'était le cas de Wittgenstein, pour ne pas trop m'éloigner de mon cours, considérer que les questions de l'infini n'ont finalement rien à voir avec les mathématiques, mais il y a en revanche des regards complètement opposés. Je ne me souviens plus qui a défini les mathématiques justement comme étant la science de l'infini, celle où on étudie rigoureusement l'infini. Donc mon UE approfondissement pourrait aussi porter sur cette question des mathématiques et de l'infini, sans discuter donc de la question de savoir si les mathématiques ont ou non à voir avec l'infini, si elles peuvent se passer du traitement de l'infini, mais en présentant la façon dont l'infini est bel et bien traité dans les mathématiques. Alors si je fais ça comme UE approfondissement, là, il n'y a pas, je ne vois pas vraiment de texte simple sur lequel je pourrais vous poser des questions. Donc là, ça serait un vrai et unique QCM. C'est en fait une question qui me semble plus prêter véritablement au QCM, avec des questions qui pourraient être diverses étapes d'un raisonnement qui vous guiderait dans diverses étapes bien balisées d'un raisonnement, et pour arriver au but. C'est peut-être l'un des avantages ou des inconvénients, ça se discute, des mathématiques sur la philosophie. En philosophie, il n'y a jamais véritablement, me semble-t-il, de réponse définitive. Et du coup, en fait, quand vous passez l'agrégation de philosophie, vous avez un sujet de dissertation et vous devez tout construire dans ce sujet de dissertation, et avant tout un plan. Quand vous passez l'agrégation de mathématiques, comme je l'ai fait il y a longtemps, vous n'avez pas à réfléchir, contrairement à ce que vous avez à faire en philosophie. Celui qui fait le sujet a déjà réfléchi avant vous et vous pose des tas de questions qui, certes, ne sont pas très faciles quand on n'a pas de formation mathématique ou quand on a oublié depuis longtemps sa formation mathématique, mais on est parfaitement guidé, on n'a pas d'hésitation à avoir au passage de chaque étape. Voilà, sur ce, j'en reviens là où j'en étais.
Donc où en étais-je? J'avais terminé une introduction générale et j'avais abordé la première partie, plus exactement la première partie de la première partie, à savoir fondamentalement, il me semble, je crois que je n'avais pas donné de titre, mais c'est de ça dont on peut dire qu'il s'agit, les enjeux philosophiques du Tractatus, puisque je vous avais indiqué, donc Tractatus c'est Tractatus Logico-Philosophicus, mais Wittgenstein, si on regarde sa préface, se garde bien dans la préface de parler de logique. En revanche, dans je dis préface, en fait, je vois le texte sous mes yeux, c'est avant-propos plutôt que préface. La préface, c'est non, Russell, c'est introduction et pas avant-propos. Donc il n'y a pas de préface, il y a une introduction et un avant-propos. Et dans l'avant-propos, donc Wittgenstein ne parle pas de logique, mais parle bien de philosophie et nous dit, j'avais dit peut-être d'emblée, mais j'avais dit quand même aussi avant qu'il commençait en disant que ce livre ne sera peut-être compris que par qui aura déjà pensé lui-même les pensées qui s'y trouvent exprimées. Donc c'est dans le deuxième paragraphe seulement qu'il indique que le livre traite des problèmes philosophiques ou des problèmes de la philosophie et qu'il annonce déjà un point sur lequel on reviendra plus tard, assez largement puisque c'est quelque chose qui est commun aux deux Wittgenstein. Il montre, ou en tout cas il affirme, il soutient que montrer, c'est peut-être encore qu'il montre, c'est fort ce terme montrer par rapport à la pensée de Wittgenstein, surtout par rapport à la pensée du premier Wittgenstein, puisqu'il y a, je vais m'y étendre pendant un certain temps, peut-être dès aujourd'hui, peut-être à partir seulement de la semaine prochaine, il y a pour lui une différence importante entre dire et montrer, et que là où s'arrête ce que l'on peut dire, commence justement ce que l'on ne peut que montrer. Même si en fait on se rendra compte après avec le deuxième Wittgenstein que le fait de montrer pose lui-même des problèmes, parce que ce n'est pas tout de montrer, mais encore faut-il savoir ce que l'on montre, ou plutôt encore faut-il savoir encore faut-il que les gens à qui l'on montre sachent ce que l'on montre. J'essaie de rester dans le champ de la caméra et de vous montrer quelque chose en sachant donc moi ce que je vous montre. Voilà, je vous montre quelque chose là-bas, qui est d'ailleurs, je triche un peu pour me faciliter la démonstration dans l'ombre, ce qui vous rend plus, c'est abominable l'envoi que j'ai du ventre. Donc, pour me faciliter la démonstration, ce que je vous montre reste un peu dans l'ombre et il vous est plus difficile de le voir. Bon, je vais essayer de moins tricher et de montrer quelque chose qui n'est pas tout à fait dans l'ombre. Voilà, là ce n'est pas dans l'ombre. Je vous montre quelque chose. Ce que je vous montre est très clair pour moi. Est-ce clair pour vous? Ce n'est pas évident. Donc le fait de montrer pose lui-même des problèmes, mais on y reviendra plus tard quand on abordera les recherches philosophiques. Pour l'instant, on en est au Tractatus,
Et dans le Tractatus, donc, il y a, et on y reviendra aussi, cette différence entre dire et montrer. Et le livre montre que la formulation des problèmes philosophiques repose sur une mauvaise compréhension de la logique de d'autres langues. En fait, peut-être que ça illustre justement ce que je viens de dire sur la difficulté de la monstration, sur la difficulté de comprendre ce que l'on montre. Et après tout, c'est ce que Wittgenstein a indiqué lui-même dès le début. Le livre ne sera peut-être compris que par qui aura déjà pensé lui-même les pensées qui s'y trouvent exprimées. Donc pour qui a pensé ces pensées, il est clair de voir que ce qu'il montre, c'est que les problèmes philosophiques ont une formulation qui repose sur une mauvaise compréhension de la logique de notre langue. Pour qui n'a pas déjà pensé ces pensées, on ne voit pas très bien ce qu'il montre et on ne voit pas très bien non plus comment il le montre. Mais en fait, peut-être que il me semble que mon cours pourra vous servir à ça, et j'espère effectivement, avec tous les problèmes donc de la monstration, arriver à vous montrer comment Wittgenstein montre que, selon lui, la formulation des problèmes philosophiques repose sur une mauvaise compréhension de la logique de notre langue. Avec d'ailleurs une autre ambiguïté dont je me rends compte maintenant, mais je crois que c'est normal, là ça montre pour une fois que j'ai bien compris le premier Wittgenstein et que j'étais bien plongé dedans, parce que sinon je me serais rendu compte plus tôt qu'il y a là un problème. Typiquement, là, on a le type de problème qui se présente dans un deuxième temps quand on a déjà un peu compris, et pas le problème qui résulte d'une incompréhension immédiate. Qu'est-ce que notre langue? Après tout, j'ai insisté déjà hier sur le fait que pour préparer ce cours, étant francophone, je commençais par aller à la facilité et par utiliser la traduction française du Tractatus de Granger, traduction récente que je trouve excellente, et je peux le dire en toute bonne foi puisque je n'y ai pas le moins du monde contribué. Mais il m'arrive parfois, pour rentrer dans des nuances, de me reporter à la traduction précédente qui est nettement moins bonne de Klossowski. Il m'arrive de me reporter à l'original allemand, et il m'arrive de me reporter aux traductions anglaises. Donc, notre langue, de quelle langue s'agit-il? Est-ce que c'est le français? Non, bien sûr, puisque Wittgenstein n'écrit pas en français. Est-ce que c'est l'allemand, puisqu'il écrit en allemand? Est-ce que c'est l'anglais? Il me semble me souvenir, même si je ne l'ai pas marqué dans mes notes, que j'ai lu en préparant ce cours, que en fait ce livre était paru, enfin le Tractatus était paru d'abord en traduction anglaise avant de paraître dans l'original allemand. Pourtant, il écrit bien notre langue. Je regarde l'allemand, c'est un singulier, der Logik, unserer Sprache.
de la logique de notre langue ou notre langage. C'est un point sur lequel je ne pense pas insister pour l'instant parce que ça me semble important, surtout pour le dernier, Wittgenstein. Donc, faut-il comprendre qu'il parle seulement de l'allemand ou faut-il comprendre qu'il parle au pluriel, qu'il faudrait comprendre en fait qu'il a en tête le pluriel, disons, même s'il emploie le singulier, faudrait-il comprendre qu'il s'agit de nos langues, l'allemand, l'anglais, le français, et où est-ce que ça va s'arrêter? Donc là, on a vraiment une question qui se pose avec cette idée finalement qui est peut-être juste, dont je pense que elle est fondamentalement celle du premier Wittgenstein qui considère, on y reviendra certainement, qu'il y a des éléments communs aux divers langages, aux diverses langues, et que d'une certaine façon on peut parler de notre langue en parlant de la langue idéale qui est sous-jacente aux diverses langues réelles. Une telle idée me semble en revanche plutôt étrangère au deuxième Wittgenstein, mais j'anticipe trop puisque j'en suis là au premier et au tout début même du premier Wittgenstein. Donc j'étais toujours dans les résumés de l'épisode précédent, même si j'ai déjà parlé, je crois, bien plus que je n'ai parlé dans cette première partie dans l'épisode précédent. C'est je me rends compte brusquement puisque j'essaie d'innover pédagogiquement, vous le voyez peut-être, que j'ai fait sans le vouloir une autre innovation pédagogique, à savoir un résumé de l'épisode précédent qui s'apparente beaucoup au résumé de l'épisode précédent que vous pouvez trouver si vous arrivez à vous procurer. C'est peut-être sur le net les enregistrements d'un feuilleton radiophonique de Francis Blanche dans les années 70, un feuilleton qui s'appelait Bon baiser de partout, qui était un feuilleton d'espionnage humoristique, clownesque pourrait-on dire, et dans cet épisode, dans ce feuilleton, on avait très souvent des résumés des épisodes précédents qui étaient tellement longs que finalement il n'y avait presque aucun temps pour l'épisode lui-même. Bon, là je vois devant mon ordinateur qu'il me reste quand même 40 minutes et je crois que j'en ai à peu près terminé sur ce résumé de l'épisode précédent et que je peux donc en arriver à ce que je voulais dire aujourd'hui. Enfin, commencer à dire ce que je voulais dire aujourd'hui. À savoir que après avoir parlé un peu donc de la préface de Wittgenstein, même si je n'ai pas commenté ligne par ligne la préface de Wittgenstein, un point quand même aussi sur lequel je pourrais insister avant d'abandonner cette préface, c'est que Wittgenstein, comme d'ailleurs un certain nombre de grands philosophes, ou comme moi qui ne suis pas du tout un grand philosophe, non mais d'ailleurs moi je ne le fais pas tellement, au contraire j'ai peut-être le défaut inverse dans mes articles, en tout cas on me le reproche, Wittgenstein fait quelque chose qui, si vous le faites, vous, dans une dissertation, sera considéré
comme un assez grave défaut. Je vais regarder le texte français plutôt que d'essayer de mal vous le retraduire. En vérité, ce que j'ai ici écrit n'élève dans son détail absolument aucune prétention à la nouveauté. Bon, ça, ce n'est pas forcément un reproche. C'est bien si vous avez des idées originales, mais en général, c'est très difficile d'en avoir. Et quand on croit être nouveau, c'est simplement qu'on repense plus mal quelque chose que quelqu'un d'autre a pensé avant nous et qu'on ignore qu'il l'a pensé avant nous. Le point sur lequel je veux insister comme conseil méthodologique négatif, c'est-à-dire ne faites surtout pas comme Wittgenstein. C'est pourquoi je ne donne pas non plus de source, car il m'est indifférent que ce que j'ai pensé, un autre l'ait déjà pensé avant moi. Donc il n'y a pas dans le Tractatus de notes de bas de page. Je feuillette et j'en vois, mais elles ne sont pas de Wittgenstein, elles sont du traducteur. Il n'y a pas de la part de Wittgenstein de notes de bas de page dans le Tractatus parce que Wittgenstein ne note pas de référence, ne veut pas donner de référence. Donc ça, c'est vraiment très mauvais dans une dissertation, en tout cas dans une dissertation que vous me rendrez. Pour mes collègues, je ne sais pas. Enfin, j'exagère un peu quand je dis que c'est vraiment très mauvais. Évidemment, en histoire de la philosophie, mais vous n'avez quasiment plus maintenant avec la réforme des enseignements que des cours d'histoire de la philosophie. Là, il est absolument indispensable de donner des références. Quand vous me parlez de Wittgenstein dans une dissertation sur Wittgenstein, dans celle que vous aurez à faire au choix avec un commentaire au devoir terminal et que vous m'écrirez Wittgenstein soutient que je vous demanderai vraisemblablement. Bon, ce n'est pas sûr parce que si je suis complètement d'accord là-dessus, ça me paraîtra tellement évident que je ne vous le demanderai pas. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des interprétations possibles et discutables de Wittgenstein. Donc si vous m'écrivez Wittgenstein soutient que, je vous demanderai référence. Comme je ne fais pas partie des gens qui connaissent le Tractatus par cœur, ni même les recherches philosophiques, si vous m'écrivez Wittgenstein m'a écrit que, ouvrez les guillemets, et vous faites une citation, je vous demanderai référence. Il est très important dans une dissertation universitaire, il est très important dans un devoir universitaire de donner ses sources. Il n'est pas possible d'être, comme l'est Wittgenstein, indifférent à savoir que ce que l'on a pensé, un autre l'a ou non pensé avant nous. Alors pour autant, ça ne veut pas dire
là pour le coup, je parle peut-être plus pour moi que pour mes collègues, que vos devoirs doivent être remplis de citations et doivent être remplis de références. C'est inévitable quand vous aurez à faire une dissertation sur Wittgenstein. Là, vous aurez à étayer donc par des références à Wittgenstein ou à tel ou tel commentateur les idées que vous prêterez à Wittgenstein dans le cadre de votre dissertation. En revanche, pour moi, même si la connaissance de l'histoire de la philosophie n'est bien sûr jamais un mal, a fortiori à l'histoire de la philosophie, un commentaire de texte peut être et doit être dans un premier temps auto-suffisant. C'est-à-dire que avant de comprendre à toutes les questions extérieures au texte lui-même auxquelles le texte renvoie, il est bon de comprendre ce que le texte dit par lui-même et indépendamment de toute référence. Ceci dit, je m'empresse d'ajouter pour me prémunir contre les critiques des collègues, et pas seulement pour me prémunir contre leurs critiques, mais parce que je pense que c'est juste. Je m'empresse d'ajouter donc, je vérifie que l'enregistrement audio fonctionne toujours, oui, je m'empresse d'ajouter, disais-je, que souvent on se rend compte qu'on comprend mieux un texte quand on comprend où il s'insère dans l'histoire de la philosophie, quand on comprend les sources de l'auteur, les lectures de l'auteur, les contemporains et les philosophes passés avec lesquels dialogue l'auteur. Je dois avouer que sur Wittgenstein, je n'ai pas de référence évidente dans des points que je développerai. Il y en a dans des points que je ne développerai pas. Il est évident dans la partie logique du Tractatus, mais ce sont des éléments de la partie logique que je sauterai, qu'il y a un dialogue de Wittgenstein avec le Russell des Principia Mathematica, et que pour bien comprendre ces éléments de Russell, il faudrait d'abord bien comprendre les Principia Mathematica, et je dois avouer que je n'ai jamais fait l'effort de comprendre en détail les Principia Mathematica. Je vais faire quelque chose là que je peux faire puisque je suis chez moi proche de ma bibliothèque et que je ne peux pas faire en cours. Je crois que je sais où j'ai rangé les Principia Mathematica, et alors que je dis régulièrement aux étudiants depuis des années: ah, si je vous montrais les Principia Mathematica, vous verriez que... Et puis j'oublie régulièrement de les apporter, donc je ne les montre jamais. Là, je crois que je vais pouvoir vous montrer les Principia Mathematica. Attendez simplement 30 secondes. L'enregistrement audio continue. Je pense que sur la vidéo, on ne m'entend pas, mais ce n'est pas très important parce que je ne dis rien de très important. Bon, encore faut-il que je trouve assez rapidement où j'ai mis les Principia Mathematica. Malheureusement, on dirait que je... Ah si, voilà.
Donc, j'ouvre au hasard les Principia Mathematica pour vous montrer pourquoi je ne me suis jamais efforcé de les lire dans le détail et de les comprendre dans le détail. Voilà une page, enfin vous n'avez pas une page entière, mais une grande partie d'une page, et puis je peux la faire défiler devant l'écran. Voilà donc une page des Principia Mathematica de Russell. Je dois avouer, et pourtant j'ai une formation mathématique, que quand je vois quelque chose comme ça ne me donne pas vraiment envie de le lire dans le détail, de l'éplucher. Donc, on comprend sans doute mieux certains des éléments du Tractatus quand on a lu et compris les Principia Mathematica, mais j'y ai personnellement renoncé. Notre exemple que je pourrais vous donner, là c'est un exemple qui n'a rien à voir avec Russell, mais avec notre auteur que je connais bien, c'est Marx. Quand on lit l'introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel, sans avoir lu le texte de Hegel, que commente Marx, on comprend déjà quelque chose de ce texte, parce que finalement, en fait, il n'y est pas tant que ça question de Hegel. Je ne suis pas sûr que ma lecture et mon étude que j'ai faite après des principes de la philosophie du droit de Hegel ait aidé à ma compréhension de ce texte de Marx. En revanche, quand après avoir lu Marx, j'ai lu Feuerbach, l'essence du christianisme, et que après j'ai relu le texte de Marx, j'ai compris dans le texte de Marx des tas d'éléments qui m'avaient échappé parce qu'ils sont des références directes à Feuerbach. En fait, Marx fait comme Wittgenstein, il ne fait pas de la bonne philosophie universitaire, il ne donne pas de notes de bas de page, il ne donne pas de références, ou il ne donne pas suffisamment de références. Donc voilà, j'en arrive enfin au bout d'une demi-heure à la partie du cours que j'avais prévu d'aborder aujourd'hui. Alors j'ai oublié de vous indiquer que je vais faire une présentation du texte du Tractatus, qui est une présentation, disons, vaguement linéaire. C'est-à-dire que je vais commencer vers le début. Par contre, je terminerai par la partie logique qui n'est pas à la fin, donc je ne terminerai pas par la fin. Et comme de temps en temps le début me semble éclairé aussi bien avec un et qu'avec ER, c'est-à-dire être éclairé et être éclairant par rapport à ce qui vient après, je m'éloignerai au fur et à mesure de cet ordre linéaire du texte. Donc, comme je vous l'ai dit, le texte, et je vous l'ai fait remarquer, Wittgenstein ne prétend pas dans son avant-propos parler de logique, mais traiter des problèmes philosophiques.
Et si vous lisez la façon dont commence le texte, vous voyez qu'il n'est pas question de logique, il est question d'ontologie. Tiens, d'ailleurs, c'est la seule note. Je vous disais qu'il n'y en avait pas, il y en a une, mais c'est celle-là et le traducteur insiste sur le fait que c'est la seule et c'est une note de bas de page qui n'est pas une référence, qui n'est pas une source, qui précise le principe de numérotation du Tractatus, puisque je pense que vous l'avez vu, mais si vous avez vu, vous avez déjà lu aussi cette note. Le Tractatus est une suite de paragraphes très courts, très souvent, la plupart du temps, de simples phrases numérotées, avec des numéros qui sont 1, 2, 3, 4, 5, et qui se divisent en 1, 2, 3, et qui se divisent même en 11, 12, 13, etc. Donc c'est ce que vous indique cette note. Les propositions numérotées N1, N2, N3, donc 11, enfin 1, 3 sont des remarques à la proposition N. Les propositions numérotées NM1, NM2, etc. sont des remarques à la proposition NM et ainsi de suite. Donc la première, d'ailleurs une remarque aussi, mais ça c'est sans doute quelque chose qui est inévitable. Wittgenstein emploie d'emblée dans cette note unique et initiale un terme qui est un terme très important par rapport là, à l'aspect logique du Tractatus et qu'il précisera par la suite. J'aime mieux dire qu'il le précisera plutôt qu'il le définira, parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait dans le Tractatus de définition de ce qu'est une proposition. Je n'ai en fait jamais... si proposition c'est défini, ce qui n'est pas défini c'est proposition simple, mais il s'agit plus souvent de montrer ce qu'est une proposition et a fortiori ce qu'est une proposition simple que définir une proposition simple. Donc tout ça parce qu'il emploie là le terme proposition qui est un terme important dans le cadre du Tractatus, mais il ne définit pas ce terme important qu'il emploie. Dans un sens, il le fait et il peut le faire parce que tout le monde a une idée vague de ce qu'est une proposition. Vous avez fait de la grammaire quand vous étiez petit et on vous a appris les termes proposition principale. Enfin, je suppose, c'est vrai que je ne sais pas comment évoluer les cours de grammaire depuis mon temps. Proposition principale, proposition subordonnée, relative, conjonctive. Donc proposition, c'est un mot que vous avez entendu et que vous connaissez déjà un peu et que le lecteur du texte français de Wittgenstein connaît déjà un peu, même si il y a, mais là je suis plus dans le deuxième Wittgenstein que dans le premier, enfin disons que je fais une remarque que pourrait faire le second Wittgenstein, mais que je ne suis pas sûr que fasse le premier, si ce n'est que le premier trouverait que c'est regrettable. Il y a une ambiguïté dans le terme proposition en français par rapport au terme allemand que ça rend, et je le donnerai ensuite, c'est que une proposition en français, ça peut être, et c'est peut-être ce à quoi on pense avant de penser au sens grammatical ou a fortiori au sens logique
que vous ne connaissez pas encore. Une proposition, ça peut être, si on était dans un cours physique et pas dans ce cours virtuel, j'en ai assez de rester dans cette salle. Après tout, faisons comme faisait Socrate. Si nous allions nous promener, je marche dans Carlone et vous êtes autour de moi, vous m'écoutez parler, nous faisons un cours de philosophie péripatéticien. Si je ne vous l'impose pas, mais que je vous le suggère, je vous fais une proposition, et c'est peut-être ce à quoi on pense avant tout en français quand on entend le terme proposition, alors qu'il faut vraiment comprendre proposition, donc au sens grammatical ou au sens logique, qui n'est pas exactement le même que le sens grammatical du terme. Il me semble qu'il n'y a pas cette ambiguïté en allemand, puisque le terme qui est employé en allemand est le terme Satz. Je vérifie pour m'assurer que je ne dis pas de sottises, mais j'en suis quasiment sûr. Oui, c'est ça. Comme c'est au génitif, c'est non, non, c'est au génitif, mais c'est au pluriel. C'est Setz, mais Setz, c'est Satz, dit Satz, la proposition, mais c'est tout aussi bien, il me semble, un allemand courant, la phrase, et je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté pour un allemand quand il lit le texte allemand, là où il pourrait peut-être y avoir des ambiguïtés pour le français qui lit le texte français, les mêmes ambiguïtés que pour l'anglais qui lit le texte anglais, propositions. Donc, venons-en enfin à la première proposition du Tractatus. Le monde et tout ce qui a lieu. Comparons peut-être par rapport à ce qu'écrivait Klossowski, qui là n'était pas plus mauvais, mais qui était simplement différent, le monde et tout ce qui arrive. Si on traduisait littéralement l'anglais ou l'allemand, on dirait encore autre chose, mais je crois que Ranger aussi bien que Klossowski ont eu raison de ne pas traduire littéralement, parce que la traduction littérale serait un peu bizarre, alors qu'il me semble que le texte réel allemand, comme la traduction anglaise et comme les traductions françaises qui en ce sens sont bonnes, n'a rien de surprenant du point de vue de sa formulation. Il est peut-être ou peut-être pas, c'est-à-dire que je vais insister, comme Wittgenstein le fait lui-même en précisant après cette proposition sur l'importance de cette affirmation, le monde et tout ce qui a lieu, le monde et tout ce qui arrive. Donc littéralement, ça serait le monde et tout ce qui est le cas. Le monde est tout ce qui a lieu, le monde est tout ce qui arrive, le monde est tout ce qui est le cas. Ça nous dit quoi? Ça nous dit, en fait, c'est explique. Pourquoi est-ce que j'essaierai de vous l'expliquer, alors que Wittgenstein l'explique très bien lui-même dans le 1.1, le monde est la totalité des faits et non des choses. Donc le monde n'est pas un assemblage de choses. On ne connaît pas le monde quand on connaît simplement les constituants du monde. Si je vous donnais la liste des livres
qu'il y a dans cette pièce. Vous en voyez quelques-uns derrière moi. Vous voyez aussi des objets divers en tas derrière moi. Tiens, je vais rajouter un peu, si vous voyez, à l'innovation pédagogique et à celle que vous voyez peut-être depuis le début du cours en vous demandant à quoi elle correspond. J'en rajoute une autre, mon couvre-chef pastafarien que je mets à chaque Santa Capellina. Donc, je pourrais vouloir vous décrire cette pièce en vous décrivant les choses qu'il y a dans la pièce. Vous auriez ainsi une liste de livres, une liste d'éléments certes quelque peu hétéroclites, mais vous pourriez vous dire, après tout, il est enseignant d'université, il ne doit pas être complètement fou, donc quand il nous dit qu'il y a des livres, ces livres sont bien rangés. Quand il nous dit qu'il y a une passoire, c'est parce que en fait, il y a un coin de rangement dans la même pièce pour des ustensiles de cuisine. Et quand vous savez qu'il y a un enseignant, là vous devinez que l'enseignant est assis devant l'ordinateur, mais bon, vous pouvez avec la liste des objets répartir les objets de diverses manières. C'est-à-dire que si vous avez simplement une liste des choses, vous ne connaissez pas le monde tel qu'il est. Si vous avez une liste des choses, vous ne connaissez pas la pièce telle qu'elle est. Et même si je vous donnais une description statique des choses, vous ne comprendriez pas forcément ce qu'il peut y avoir d'original ou de non original dans cette organisation des choses. Après tout, si quelqu'un prend ce cours en cours de route et qu'il me voit avec une passoire sur la tête, il ne va pas comprendre pourquoi j'ai une passoire sur la tête et il va croire ou elle va croire que je suis encore plus fou que je ne le suis réellement. Quand j'ai mis cette passoire sur la tête, j'avais une raison pour mettre cette passoire sur ma tête. C'était pour illustrer un point du cours. En fait, c'est peut-être le moment de le dire si vous voyez le film. Vous avez pu le comprendre quand j'ai mis la passoire, mais je peux aussi l'expliciter. Et si vous vous contentez d'écouter l'enregistrement, vous avez peut-être l'impression, je ne me rends pas compte de la façon dont ça modifie ma voix, que j'ai une voix légèrement différente de ce qu'elle est d'habitude, mais vous pouvez remarquer, vous avez peut-être remarqué sur le film que depuis le début de ce cours, j'ai un nez de clown par-dessus mon nez réel. Pourquoi ce nez de clown? Parce qu'on nous invite sans cesse à
innover pédagogiquement, et que quand je lis tous les textes administratifs que l'on nous transmet sur l'innovation pédagogique, j'ai l'impression que pour innover pédagogiquement, on nous demande de faire des cours qui ne sont plus vraiment des cours, que ça me semble relever plutôt du cirque que de l'enseignement. Et donc je me suis dit, je vais être un bon élève pour les bureaucrates de l'université. Au lieu de faire un cours normal, je vais faire un cours de cirque, et comme je me sens quand même une petite conscience professionnelle, la meilleure façon de faire un cours de cirque tout en faisant un cours normal, c'est de me mettre un nez de clown. Donc je n'apporterai pas ce nez de clown en classe, parce que en classe, personne ne vient vérifier si nous innovons pédagogiquement, et donc nous sommes libres de faire nos cours de ce qui nous semble être la meilleure façon possible. Mais là, je peux dire donc aux responsables universitaires de l'innovation pédagogique, vous voyez, ça c'est bien de l'innovation pédagogique. Bon, j'en reviens à Wittgenstein. Donc tout ça, c'était pour expliquer le monde et la totalité des faits, non des choses. Donc j'étais en train d'indiquer que quand on a simplement une liste de choses, on ne sait pas ce qu'est le monde. Encore faut-il savoir comment ces choses s'organisent. Mais il ne suffit même pas de savoir comment ces choses s'organisent. J'ai pris l'exemple de la passoire sur ma tête. Je peux prendre un autre exemple que j'emprunte à un roman que j'aime bien, Nous autres, d'Evgeny Zamyatin, mais je me demande si lui-même, là-dedans, et d'ailleurs il l'emploie de manière un peu ironique, ne le tire pas d'ailleurs, parce qu'il me semble avoir lu ça ailleurs. Si vous voyez quelqu'un en train de planter, je ne sais pas comment faire parce que je n'ai pas quelqu'un à qui le faire, et d'ailleurs je ne le ferai pas, quelqu'un en train de planter un couteau dans la gorge de quelqu'un d'autre, ou plutôt non, puisque là déjà on a une dynamique. Si vous voyez quelqu'un qui, dans une image fixe, a un couteau sur la gorge de quelqu'un d'autre, vous ne savez pas à partir de l'image fixe si celui qui tient le couteau est en train de commettre un assassinat parce qu'il enfonce le couteau, s'il est en train de menacer celui sur la gorge duquel il pose le couteau, ou si peut-être il n'a pas affaire à un suicidaire qui s'était mis un couteau sur la gorge, et bien loin de lui enfoncer un couteau dans la gorge, ou de le menacer de lui enfoncer un couteau dans la gorge, il retire le couteau que l'autre s'était mis sur la gorge. Donc quand on a simplement des choses, et même quand on a des choses avec la position des choses, mais quand on a une vision statique de ces choses, on ne sait pas forcément ce que l'on a, on ne comprend pas véritablement ce qu'il en est du monde que l'on est en train de voir. Pour prendre un autre exemple tiré du deuxième Wittgenstein, je crois bien que c'est dans les recherches, à moins que ça ne soit dans de la sectitude, mais je crois que c'est dans les recherches, un martien
qui verrait un homme monter une photo d'un homme montant une pente appuyée sur une canne. Oui, je me rends compte que je fais un geste devant la caméra, mais comme je ne suis pas suffisamment loin de la caméra, mon geste ne se voit pas du tout. Donc, quelqu'un qui monte un extraterrestre qui verrait un homme, une photo d'un homme montant une pente en s'appuyant sur une canne, pourrait parfaitement croire qu'il descend cette pente en glissant. Une image statique du monde ne nous permet donc pas de connaître le monde. Donc le monde n'est pas une totalité de choses, ce n'est même pas une totalité de choses dans une certaine configuration, le monde est la totalité des faits. Le monde est tout ce qui a lieu, et là on sent bien que là-dedans, les deux éléments sont importants. D'une part, ce qui a lieu, c'est insister sur l'aspect fondamentalement dynamique du monde, c'est ce qui a lieu, c'est ce qui se produit, c'est ce qui est donc dans un certain mouvement, ou éventuellement, j'ai tort de parler de mouvement. Là, je suis peut-être trop influencé par le deuxième Wittgenstein ou par ma philosophie propre, parce que ce qui a lieu, ça peut être aussi une absence de mouvement. Un rocher est là et va rester là pendant un certain temps. La persistance de ce rocher, l'immuabilité relative de ce rocher, je dis relative parce que dans des siècles, il sera rongé par l'érosion et il ne sera plus semblable à ce qu'il est. Donc l'immuabilité de ce rocher, le fait qu'il ne se produise rien pour le rocher, c'est aussi un élément du monde. Donc le monde n'est pas simplement un ensemble de choses, n'est pas une configuration instantanée de choses. Le monde est déterminé par ce qui se produit, ce qui arrive, ce qui est le cas, ce qui se passe pendant un certain temps. Il y a un élément de durée qui est essentiel au monde. La durée n'est pas forcément très grande. Si je reprends l'exemple du couteau, si j'égorge quelqu'un, je ne suis pas obligé de prendre mon temps sadiquement pour l'égorger. Je peux planter le couteau dans la gorge d'un seul coup. Si j'ai bien visé, ça y est, c'est fini. Donc il peut y avoir une quasi instantanéité, mais il doit y avoir néanmoins quelque chose qui n'est pas un véritable instantané, qui est au-delà d'une photo. Donc c'est ce qui a lieu, ce sont les faits et non pas simplement les choses. Donc, vous voyez, j'ai commencé à expliciter ce 1-1. Oui, mais je crois que je l'avais dit dès le départ, en fait, donc c'est bon. Ce par quoi commence le Tractatus, c'est vraiment, alors peut-être pas une réponse traditionnelle, mais là, malheureusement, je ne connais pas suffisamment l'histoire de toute la philosophie pour vous l'indiquer. La réponse n'est peut-être pas traditionnelle, mais la question est une question traditionnellement philosophique. C'est ce que j'ai dit d'emblée. Wittgenstein commence par parler d'ontologie. Qu'est-ce qui est ?
qu'est-ce que le monde, qu'est-ce qu'est le monde, et donc le monde est la totalité des faits et non des choses. Donc, je peux insister aussi sur la totalité, ça me permettra d'arriver au bout de l'heure puisqu'on est déjà là depuis 59 minutes, la totalité des faits, c'est-à-dire que bien sûr, si vous enlevez ne serait-ce qu'un fait au monde, si vous ne changez ne serait-ce qu'un fait au monde, le monde ne serait pas exactement ce qu'il est, même si ça ne ferait pas une grosse différence pour nous. Qu'il y ait ou non des gens sur une planète tournant autour d'Alpha du Centaure, s'il y a une planète tournant autour du Centaure, et ce que sont en train de faire ces gens, ça ne change rien pour nous, mais ça change quelque chose pour le monde. Le monde ne se limite pas aux faits dans lesquels les êtres humains interviennent. Le monde ne se limite pas aux faits dont les êtres humains ont connaissance. Le monde est la totalité des faits. Voilà, ça fait plus d'une heure que je parle. J'en reste donc là pour aujourd'hui. Donc le cours reprend à ce que j'ai compris, même s'il me semble qu'on m'a dit qu'il y avait des problèmes d'emploi du temps lundi à l'heure normale. J'espère que vous aurez visionné cette vidéo parce que pour que autre innovation pédagogique elle soit interactive, vous pourrez me poser des questions. Bon, vous pouvez trouver que j'emploie le terme d'innovation pédagogique pour ce qui est une banalité, le fait que les étudiantes et les étudiants posent des questions à l'enseignant. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais j'aime mieux enrober ce qui est la pratique traditionnelle, enfin qui me semble traditionnelle ou traditionnellement souhaitable, du jargon bureaucratique à la mode. Voilà, donc la suite lundi. Donc pour commencer, vous me poserez des questions. Ne me demandez pas où j'ai acheté le nez, j'aime mieux ne pas répondre parce que j'ai un peu honte. Mais vous pouvez me demander ce qu'est la Santa Cepelina, par contre, même si ça n'a rien de Wittgensteinien. Donc la suite lundi, avec d'abord interactivité, vous posez des questions. Et après, je reprends mon cours qui lui aussi sera interactif, c'est-à-dire que vous pouvez poser des questions pendant le cours. C'est vraiment extraordinaire, c'est innovant, c'est merveilleux et c'est là-dessus que je conclus pour aujourd'hui. À lundi.